Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, comme nous l'annoncions, ce matin, nous allons nous intéresser à la santé mentale de nous tous qui sommes peut-être des malades en sursis, pas forcément malades mentales, mais malades en sursis. Alors, nous allons nous intéresser beaucoup plus à la santé mentale ce jour. C'est vrai, demain sera la journée mondiale consacrée donc à la santé mentale. Mais avant, nous avons deux invités avec nous. Docteur Salifou Saliou, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre à l'hôpital de référence de Zébé, c'est ça? Oui. À Anéro. À Anéro. Oui, là, c'est un centre où vous gardez les malades, des gens qui ont des troubles mentaux, c'est ça? Oui, c'est un centre dans lequel nous prenons soin des gens qui souffrent de maladies mentales. Ils peuvent être gardés comme être vus aussi en ambulatoire. D'accord. Et en dehors de docteur Salifou Saliou, nous avons madame Salifou Risikatou. Madame, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour Joachim. Voilà, vous êtes psychologue à l'hôpital, à Saint-Jean-de-Dieu, c'est ça? Au centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu. Centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu. Et vous êtes psychologue. Oui. Et lui, il est psychiatre. Oui. Alors, je vous pose la question tout de suite, madame. Est-ce qu'il y a une nuance entre le psychologue et le psychiatre? Oui, il y a une nuance. Même si les deux travaillent sur la même personne, ça veut dire quelqu'un qui est en souffrance psychologique. Il y a le psychiatre et avant tout un médecin. Ah, d'accord. Ah oui, il est médecin. Après, il se spécialise pour devenir psychiatre. Le psychologue n'est pas médecin. Le psychologue n'est pas médecin. Non. Mais vous tous, vous travaillez sur le mental, la psychologie. Oui, nous travaillons tous sur le mental, même pas avec les mêmes méthodes. Ah ben, pas avec les mêmes méthodes. Oui. Alors, docteur Salifou, vous partagez l'avis donc de madame Risikatou? Je partage entièrement son avis et ce que je peux ajouter, c'est que le psychiatre, même s'il est médecin, il est formé aussi pour prendre en charge avec des méthodes non médicales, c'est-à-dire les psychothérapies, l'accompagnement psychologique par exemple. Voilà. Alors, madame, revenons un peu à votre centre, c'est-à-dire centre Saint-Jean-de-Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est aussi un centre qui, comme l'hôpital des Zébé, prend soin de ceux qui souffrent de la maladie mentale. Et nous pouvons aussi les garder comme les recevoir en ambulatoire. Ah, d'accord. Là, c'est un centre où vous traitez aussi les gens? Oui. Ah, d'accord. Maintenant, quels soins particuliers vous leur administrez? On va en parler tout à l'heure. Mais comme nous parlons de la santé mentale, docteur, santé mentale et maladie mentale. Premièrement, la santé mentale, de quoi parle-t-on? Merci Joachim pour cette question. Et au lieu de vous donner la définition de l'Organisation mondiale de la santé, je vais plutôt l'expliquer. Donc, on dit que quelqu'un a une bonne santé mentale quand il se sent en un bon état de bien-être et qu'il est capable de réaliser son potentiel. Il est capable de faire face aux difficultés de la vie courante avec souplesse. Il travaille avec succès et de manière productive, et puis il peut apporter une contribution à sa communauté. C'est ça la santé mentale en fait. Quelqu'un qui jouit de tous ses sens? Exactement. Alors, et la maladie mentale, madame Salifou? Oui, du coup, on comprend que la maladie mentale, c'est quelqu'un qui ne possède pas ceci et chez qui on peut trouver des signes. Parce que pour parler maladie, il faut un ensemble de signes que ce soit manifeste pour qu'on dise maladie. Donc, quelqu'un qui présente des signes, par exemple, quelqu'un qui vous dit « j'entends parler, on me parle », alors que nous tous présents ici, nous on n'entend pas. Hein? Voilà un signe d'une maladie mentale donnée. Donc, un malade mental, il dit « j'entends quelqu'un me parler », alors que les autres qui sont tout autour de lui n'entendent pas. Donc, ça veut dire que c'est lui seul qui entend. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un n'est pas là en train de parler, mais c'est lui qui l'entend comme ça et en est convaincu. Voilà un signe. Et ça, on est en face d'une maladie mentale.
Oui, il existe aussi des gens qui, eux seuls, ils sont en train de marcher au bord de la route, ou bien en tout cas quelque part, mais commencent pas par parler. Ils parlent sans qu'il y a un ami, un compagnon à côté pour pouvoir échanger avec cette même personne. Alors, c'est-à-dire que c'est aussi un signe de quelqu'un qui a une maladie, qui souffre d'une maladie mentale. Pas forcément. Pas forcément? Ah oui. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas se mettre à déclarer, dire lui il est malade mental ou pas, il faut un spécialiste. Les gens le font, mais il faut, quand on dit maladie, il faut récolter plein de signes. Ça, je n'ai donné qu'un seul signe. Dans un tableau, il y a plein de signes. Il y en a d'autres? Il faut plein de signes avant de dire ah, maladie. C'est pas parce que je vois quelqu'un en train de parler que tout de suite je dis c'est un malade mental. Non, pas comme ça. C'est pas comme ça? Non. Oui, alors, docteur, vous voudriez ajouter, oui? Oui, je voulais dire que même quand on entend par exemple des voix ou qu'on parle, c'est une catégorie de maladie mentale. Et la maladie mentale, de façon générale, s'oppose à la maladie du corps. Quand je dis corps, je parle du cerveau aussi. Les maladies du cerveau, c'est les maladies du corps. Donc la maladie mentale s'oppose à... Oui, là, docteur, il semble que la voix de madame sort plus que la vôtre. Hein. D'accord. Ok. Oui. Donc la maladie mentale, concrètement, c'est celle qui affecte, par exemple, les sentiments, la manière de penser, la manière de se comporter. Et pour être général, nous allons dire que la maladie mentale atteint l'esprit ou l'âme d'une personne. La maladie mentale atteint l'esprit ou l'âme au lieu du corps. Au lieu du corps. Ah, donc il y a les maladies du corps et la maladie qui affecte ou bien qui touche l'âme ou l'esprit du corps. Exactement. Oui, mais au niveau de l'hôpital psychiatrique de Zébé, il y a des gens également, quand vous venez là, eux seuls, ils bavardent, ils parlent sans que quelqu'un ou bien un tiers soit à ses côtés. Oui. Et c'est la question que j'ai posée à madame tout à l'heure, mais elle dit, vous l'avez écouté, que ce n'est pas forcément un signe de quelqu'un qui est malade mentalement parlant. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour parler de maladie mentale, il faut beaucoup de signes, un ensemble de signes. Une personne peut parler seule simplement parce qu'elle est dans les calculs. Voilà. Donc, il faut un ensemble de signes. Et même quand on a un ensemble de signes, cette maladie, c'est encore une catégorie. Dans la maladie mentale, on peut ne pas voir, on peut ne pas parler seul. On peut être simplement triste. C'est une maladie mentale. Voilà, donc il y a beaucoup de maladies mentales. D'accord. Nous parlons bien sûr de maladies mentales. Avant de parler de la situation ou de l'état des lieux dans notre pays, le Togo, il y a ce qu'on appelle le stress, la détresse. Parfois, on parle de démence, on parle de déprime, on parle de dépression. Finalement, je ne me situe plus, je ne sais plus dans quelle catégorie faut-il placer tout cela. Est-ce des signes peut-être pour la maladie, mais venons-en. Le stress, docteur, est-ce que cela rentre dans le signe de... là, c'est la psychologie plutôt qui doit nous en parler. Alors, madame Salifou, quand on est stressé, est-ce que ça peut déboucher à une maladie mentale? Oui, disons que le stress en soi n'est pas une maladie. Parce que nous tous, nous avons besoin du stress pour aller devant. Par exemple, vous nous avez invités aujourd'hui. Hier, il fallait voir un peu qu'est-ce qu'on se disait. Je prépare quoi, je m'en fais comme ça. C'est déjà du stress. De toute façon, moi, je suis habitué à vous poser des questions pêle-mêle. Allez. D'aller de l'avant. Mais quand le stress est trop, parce que ça peut être de trop, là, on peut craquer. Et ça peut aboutir à une maladie. Ça peut aboutir à une maladie? Ah ben oui. Quand le stress est de trop. Donc, il y a un seuil, un plafond. Il y a un seuil. Pour chacun de nous, qui n'est pas le même chez tout le monde. Il y a une feuille pour chacun de nous que nous devons apprendre à connaître justement pour limiter. Et à ce niveau, est-ce que ça va affecter le corps ou bien l'âme, comme le psychiatre l'a dit tout à l'heure? Ça peut affecter les deux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du burn-out. Voilà, le stress au travail. Donc ça veut dire que nous tous ici présents, nous sommes là. Quand on travaille de trop et qu'on tombe malade. Mais les premiers signes, c'est des signes du corps. On est fatigué, le matin déjà on a des courbatures, on a des céphalées, on n'est plus productif, on travaille mais devant le travail on a du mal, mais on a des signes du corps. Et pourtant c'est le stress et c'est une maladie qui est mentale. Oui, mais est-ce que la détresse peut s'inviter aussi? Ben oui. Chaque fois qu'on est devant une souffrance, la détresse rentre dedans. Oui.
La détresse peut s'inviter aussi. Oui, mais quelle est la place de la déprime dans cette affaire de santé mentale, monsieur le psychiatre? Ok. Et quand on dit déprime, en fait, c'est, disons, une petite tristesse, un événement qui arrive et on se sent triste, mais de façon ponctuelle. Quand on dit déprime, en fait, c'est ça, ce n'est pas encore une maladie. Par contre, la dépression est une maladie. La dépression est une maladie. C'est-à-dire que... Psychologique ou bien psychiatrique? Bon, ça dépend, psychiatrique pas. C'est une maladie mentale. Une maladie mentale. Donc la personne qui se sent triste, pendant longtemps, tout le temps elle est triste, au-delà de 2 semaines. Et en dehors de cette tristesse, il y a peut-être l'insomnie, il y a le manque d'appétit, il y a une fatigue générale que la personne peut ressentir, et parfois même un dégoût de la vie. Tout cet ensemble réuni, on l'appelle dépression et elle doit être prise en charge. Voilà. Dégoût de la vie, ça peut amener au suicide? Exactement. Ah bon? Donc, c'est toujours la maladie mentale. Oui, mais il arrive des fois, on nous dit que la dépression peut la traiter. Oui. C'est possible? La dépression se soigne, la dépression se traite. Et médicalement ou bien par accompagnement psychologique? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Il faut les deux. Un médicament pour la dépression? Oui, madame, oui, éclairez-nous. Mais oui. C'est possible? Oui, la dépression est une maladie où on doit prendre en charge médicalement et on doit faire un accompagnement psychologique. Les deux à la fois? Les deux s'imposent. Si on veut obtenir un bon résultat, les deux s'imposent. Et ça dépend des degrés. Ça demande des degrés. Et là, c'est le psychiatre qui constate que la dépression a atteint un niveau où il faut nécessairement une prise en charge médicale. Exactement, il y a une dépression légère, une dépression moyenne et une dépression sévère. Mais à partir d'une dépression moyenne, déjà, il faut un traitement médicamenteux et il faut un accompagnement psychologique centré sur les problèmes qui ont amené cette personne à la dépression. Voilà. Donc, pousser la personne, l'accompagner à parler, à se confesser. C'est comme ça, ça doit... Non, nous ne dirons pas confesser comme on le fait chez les prêtres, oui. Mais à parler, nous dirons plutôt à faire sortir sa souffrance, ce qui est caché là-dedans et qui fait souffrir. Et qui fait qu'à un moment donné, il a l'impression qu'il n'y a plus de solution pour lui et que peut-être il faut aller au suicide. Mais en parler, en discuter d'autres personnes, comme il y a un médecin qui faisait la communication qui a dit « Beaucoup de têtes vaut mieux qu'une seule tête pour penser ». Penser avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un peut amener des solutions qu'on n'avait pas vues seul. Et la démence? La démence, c'est une maladie du corps, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie neurologique. Neurologique. Exactement. Là, ce n'est pas mental. Ce n'est pas mental, mais la démence peut amener dans ses complications des signes d'une maladie mentale. Mais à l'origine, la démence même, c'est une maladie du cerveau. Alors, nous sommes à l'antenne, c'est vrai, on va parler tout à l'heure du thème de cette année, mais quand même, quand les gens qui vous écoutent maintenant savent qu'ils souffrent peut-être du stress, peut-être ils sont le plus souvent en détresse, ou de personnes souffrantes, donc de déprime ou de dépression, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, madame, madame la psychologue, s'il vous plaît. Oui, je commence, avant de répondre à la question, Jali. En fait, j'aurais pu donner tout le nom qui aurait pu nous... Le nom, c'est Salifou Rosama. Et le petit nom, c'est Rissikatu. Maintenant, c'est tellement que mon mari serait quelque peu en train de nous écouter pour qu'il ne vienne pas à se fâcher. Oui. Je dirais épouse Hini. Épouse Hini, madame Hini. Voilà. Donc... Sinon, vos deux noms se ressemblent, c'est le même nom pratiquement, mais vous ne vous connaissez peut-être pas. Mais... Non, c'est qu'on est quand même. Vous connaissez, c'est bien. Alors, je posais la question de savoir, quand une femme ou bien un homme, un jeune, etc., sent que le plus souvent il est stressé, il est en détresse ou bien il souffre de la dépression, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de consulter. C'est d'aller consulter dans un centre psychiatrique. C'est vrai que notre système n'est pas vraiment visible, sinon le système aurait voulu qu'il en parle avec son médecin et que le médecin,
s'il peut prendre en charge, il le fera. Mais s'il trouve que c'est vraiment pointilleux, il faut envoyer vers le technicien. Il envoyera vers le psychiatre. Alors, docteur, vous êtes au niveau de l'hôpital de Zébé, hôpital psychiatrique de Zébé. Quel est l'état des lieux ou la situation des personnes souffrant peut-être des troubles mentaux dans notre pays, le Togo? Ok. Merci pour cette question. Je ne vais pas parler seulement de Zébé, mais je dirais que toutes les maladies connues, recensées et classées de nos jours existent au Togo. Et je vais citer comme un exemple la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, les troubles anxieux, les dépendances aux drogues. Et souvent, c'est dans les mêmes proportions que partout au monde. Voilà. Maintenant, ce qui est particulier dans notre milieu, c'est que ces maladies sont généralement ignorées ou négligées. Et les malades sont souvent aussi stigmatisés. Quand on dit que quelqu'un a une maladie mentale dans la communauté, la personne est stigmatisée, parfois subit des maltraitances. Et je vais dire par exemple que en consultation de médecine générale, pratiquement 5% de personnes viennent et les motifs qu'ils donnent font penser à la maladie mentale. Voilà. Et les 5%, il faut savoir que c'est la partie émergée de l'iceberg. Puisque beaucoup de personnes qui souffrent de maladies mentales vont chez les guérisseurs traditionnels, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les pasteurs, ils vont chez les prêtres exorcistes, ils vont dans les centres, ils vont dans les centres de prière. Parce que c'est la perception locale de la maladie qui fait que il y a oui, mais quand même, dans le développement, entre-temps, vous nous avez dit que c'est une maladie qui touche l'âme, pour ne pas dire l'esprit, et non le corps. Hein, et voilà, s'ils se dirigent vers les marabouts, les pasteurs, je ne sais quoi encore, s'ils n'ont pas raison, d'une manière ou d'une autre. Madame Rini. Oui, ceci nous amène à qu'est-ce que nous appelons spirituel. En fait, c'est ça. Spirituel, quand nous l'entendons souvent dans la population générale, c'est ce qui va vers la religiosité. Donc il y a cette confusion entre spirituel et religiosité. Le spirituel, ça se retrouve aussi. Quand je dis tristesse, est-ce que je peux le toucher de la main? Non. Non. Quand je dis joie, est-ce que je peux le toucher de la main? L'expression est spirituelle. Quand on dit dans le domaine médical ou bien dans notre jargon spirituel, c'est en fait ce qui n'est pas palpable. Voilà, ce que nous... Parce qu'il a dit corps tout de suite. Oui. Ah, on peut toucher. Quand je dis j'ai mal à la tête ou bien j'ai la température, on va me mettre le thermomètre. Mais quand je dis je suis triste, comment on peut mesurer ça? Avec quoi? Comment on peut visualiser? Voilà, c'est ce qui rentre dans le spirituel. Donc il faut faire maintenant, commencer par faire la différence entre spirituel et religieux. Spirituel et religieux, il faut faire la part des choses. Mais ici, le traitement que les gens... Je dirais dans le même sens en disant que quand les gens disent spirituel, ou âme, ou esprit, pour nous, c'est aussi une autre façon d'appeler, par exemple, le psychisme. Techniquement, médicalement, psychologiquement parlant, on dit le psychisme. Oui. C'est une autre façon d'appeler le psychisme. Voilà. C'est une autre façon d'appeler le psychisme. Mais est-ce que, au regard du tableau que vous avez essayé de faire, mais est-ce qu'au Togo, il y a un taux assez effarant pour ne pas créer la psychose, mais quand même, qui doit interpeller monsieur tout le monde au Togo par rapport à ceux qui souffrent de cette maladie? Je pense, je l'ai dit tantôt, que toutes les maladies que nous avons sont pratiquement dans les mêmes proportions que partout au monde. Par exemple, la schizophrénie, autour de 1%. Partout au monde, c'est autour de 1%. Voilà. Maintenant, ce qui peut interpeller, c'est dans nos milieux, c'est le manque de personnes qualifiées pour prendre en charge. C'est ça qui fait la différence. Et tout à l'heure, je me disais, quand les gens vont par exemple dans les centres de prière, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les tradithérapeutes, peut-être c'est parce que les acteurs spécialisés pour prendre en charge efficacement sont très peu nombreux et ce qui ouvre la voie à d'autres alternatives. Et ceux qui souffrent de cette maladie ou bien de ces maladies mentales, est-ce la proportion jeune ou bien c'est le groupe des femmes ou bien c'est les hommes qui sont en avance l'un sur l'autre? C'est tout le monde, c'est hommes comme femmes, c'est les enfants,
C'est les adultes, c'est les sujets âgés, bien sûr. Tout le monde peut souffrir d'une maladie mentale. Oui, mais pour le cas du Togo, parlant des enfants, qu'est-ce qui peut amener un enfant à avoir une maladie mentale? Oui, Madame Ini. Ah oui, c'est étonnant. Oui, les enfants peuvent se retrouver dans la maladie mentale. Je donne juste un exemple de maladie mentale chez l'enfant, l'autisme. Ah oui, l'autisme. Voilà. C'est une maladie mentale. Très turbulent, qui casse tout bien, n'admet pas tout ce qu'on lui dit. Non, plutôt le contraire. Pas toujours. L'autisme, c'est plutôt le retrait, le repli sur soi, qui ne voit pas son entourage, qui est toujours dans son coin. Vous le mettez parmi un groupe d'enfants, il réussit à se créer son coin à faire. Parfois ne parle pas, ne s'occupe pas des gens, ne regarde pas, ne fixe pas. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est une maladie mentale. Pour que les gens comprennent mieux, il faut dire qu'il y a des causes génétiques. Un enfant peut souffrir d'une maladie mentale tout simplement parce que c'est dans ses gènes. Voilà. Donc, dans ses gènes. Oui, il y a des causes génétiques qui expliquent certaines maladies mentales. Et oui, des fois, on constate dans nos pays, dans notre pays ici, qu'il y a, excusez-moi, il y a des folles qui tombent grosses jusqu'à accoucher. Est-ce que cet enfant peut souffrir de facto de maladie mentale, Madame la psychologue? Oui, sauf si vous n'avez jamais entendu parler. Oh, mais si, on en voit tous les jours. Ah, d'accord, merci. Je n'oublie pas de vous dire d'ailleurs que je travaille aussi à la pouponnière et que voilà, c'est des enfants qu'on reçoit comme ça, on vous amène, on dit, on a pris ça à une malade mentale à la plage qui torturait ou bien qui a accouché dans la rue et qu'on prend, qu'on vous amène. Ah, d'accord. Oui. Donc, oui, il y en a, mais il n'est pas dit que systématiquement cet enfant va souffrir de la maladie mentale. Bravo. Ce n'est pas systématique. Mais quand même, il peut y avoir une prédisposition parce que quand on regarde un peu par rapport à la proportion dans la population générale, chez cet enfant, il y a plus de risques de faire la maladie mentale qu'un enfant né de deux parents, bon, entre guillemets, qui n'a pas la maladie mentale. Voilà. C'est comme ça se passe. Oui. Alors, pour les jeunes, est-ce que c'est l'addition de la drogue qui en est la cause ou bien les facteurs à risque sont autres? Chez les jeunes, je dirais que c'est toutes les causes, y compris les causes qu'on retrouve chez les personnes adultes ou chez les enfants. Mais la particularité des jeunes, c'est qu'effectivement, dans nos milieux, de plus en plus, il y en a qui s'adonnent aux drogues, ils s'adonnent à l'alcool et au cannabis, à la chicha, pour ne citer que cela. Et toutes ces drogues... Alcool, chicha, cannabis ou toute autre forme de drogue. Tramadol. Voilà. Et toutes ces drogues ont quand même une conséquence sur le cerveau et peuvent donner une maladie mentale. Donc voilà. La prise de ces substances doit être évitée? Bien sûr. L'idéal, c'est de ne pas consommer même l'alcool. Même l'alcool. Oui. Madame, vous partagez? Ah bah oui. L'idéal, c'est de ne même pas prendre l'alcool. Oui, l'idéal. Au Togo? Normalement, c'est ce qu'il faut. Normalement, c'est ce qu'il faut. Mais est-ce que les femmes aussi développent cette maladie, ou disons la maladie mentale? Les femmes. Vous avez dit tout le monde. Tout le monde, oui. Oui, les femmes développent aussi la maladie mentale. C'est tout le monde. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qui peut pousser les femmes à développer cette maladie? L'homme, peut-être le poids du travail, peut-être les soucis familiaux, etc. Mais la femme, elle aussi. Moi, j'irais même jusqu'à dire que dans nos consultations, c'est vrai, il faut revoir un peu les statistiques, les ressortir, le recouper avec toutes les structures pour voir ce que c'est. Mais les femmes nous viennent plus. Quand nous faisons les statistiques à la fin de chaque mois, on a plus de femmes venues en consultation que d'hommes. Oui. Maintenant, la question, on se pose, est-ce que c'est les femmes qui ont plus confiance en cette médecine? Est-ce que c'est elles qui sont plus disposées à venir parler de leur maladie? Ou bien est-ce que c'est elles qui souffrent plus? Pour le moment, vous ne l'avez pas encore déterminé? Non. C'est elles que les maris amènent plus facilement. Parfois, l'homme n'a pas envie d'aller. Oui. Voilà. Effectivement, et puis, il y a une particularité chez les femmes qui sont en état de grossesse ou qui ont accouché. Donc, il y a certaines maladies mentales qui arrivent en ce moment. Ça peut être une dépression liée à l'accouchement ou à la grossesse, mais ça peut être aussi... dans notre jargon, on dit psychose.
Ça peut être une maladie qui va entraîner des délits, qui va entraîner des hallucinations, des agitations, où la personne parle en désordre et elle n'est plus cohérente. Donc parfois... Et c'est passager ou bien ça va durer, ça dure également dans le temps? Généralement, c'est passager. Ah, c'est autour de la grossesse et à l'accouchement. Et après un temps, et quand elle est bien suivie, normalement, ça passe. Normalement, si elle est bien suivie, là, ça m'amène à poser la question, Madame Salifou Ouro-Sama, quels sont les différents acteurs pour faire une bonne prise en charge des personnes qui souffrent des troubles mentaux? Merci. Un bon traitement en santé mentale, nous disons d'ailleurs que le traitement est pluridisciplinaire. Oui. Il y a le psychiatre, il y a le psychologue, il y a l'acteur social, il y a docteur venez-moi en aide, les travailleurs sociaux, les éducateurs, mais je vais ajouter les organisations de la société civile, les associations, les ONG, et puis aussi les représentants de l'État. Tout le monde intervient dans la prise en charge. Tout le monde intervient sur toute la chaîne? Oui, mais prioritairement, le psychiatre et le psychologue, quel rôle chacun joue? Docteur, d'abord, vous êtes psychiatre. Quel rôle jouez-vous si on parle donc du traitement des gens qui souffrent mentalement? Comme on l'a dit tantôt, un psychiatre c'est un médecin. Oui. Donc, il fait le diagnostic et il peut faire la prise en charge médicale. Donc, c'est lui qui consulte le malade. Oui, il fait la prise en charge médicale, mais il fait aussi la prise en charge psychologique. Et dans les structures de soins de santé mentale, c'est le psychiatre qui coordonne aussi les activités des autres acteurs. Voilà un résumé. Voilà. Et le psychologue? Le psychologue, je m'en vais pour être plus détaillé. Je pense, par exemple, quelqu'un qui souffre de la dépression. Oui. Le médicament qui doit remonter, parce que tantôt le docteur disait, nous avons différentes sortes de dépression, léger, moyen. Dans le léger, le médecin peut voir et dire non, on n'a pas besoin de médicaments. Le psychologue soit peut faire l'accompagnement. Mais quand on commence moyen, sévère, donc le psychiatre, il met le médicament, il dit voilà. Le psychologue va rechercher quelle est la cause. Qu'est-ce qui a déclenché cette dépression? Parce qu'on peut dire, la dépression, ça peut être quelque chose de la famille, comme ça peut être quelque chose qui est individuel. Et voilà, un matin j'arrive et on me dit il y a licenciement parce que problème technique. Et moi je me retrouve comme ça sans travail. Par rapport à tout ce que j'ai comme charge, tous les projets que j'ai fait dans ma vie, je trouve que ça fait... Peut-être j'ai contracté un prêt assez consistant et je n'ai pas encore épuisé. Je n'ai pas encore épuisé, voilà. Mais ce n'est pas le médicament qui ira me chercher les solutions par rapport à ce prêt. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Là intervient le psychologue. Le psychologue. Psychologue en santé ou bien psychologue de l'éducation du travail, bon, dites-nous. Ah oui. Nous avons au Togo, actuellement, nous avons 3 options. Il y a le psychologue clinicien, donc de la clinique et de la santé. Le psychologue du travail, le psychologue de l'éducation. Mais ici, particulièrement, c'est le psychologue de clinique et de la santé qui va intervenir. Et vous êtes nombreux au Togo? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Accessible à tous? Accessible à tous. Donc, beaucoup plus que les psychiatres. Vraiment? Les psychologues, en tout cas, sont plus nombreux que les psychiatres. Les psychiatres, nous ne sommes que 5 au Togo. Voilà. Alors que les psychologues, on a voici les 300. 5 seulement? 5, oui. Au Togo? Oui. Ah bon? Pourquoi? Et déjà, je dirais que simplement, ce n'est pas tout le monde qui a envie de s'aventurer dans la maladie mentale, dans la prise en charge des maladies mentales. Donc, beaucoup d'étudiants en médecine préfèrent éviter. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi, je dirais que la maladie, les soins à la maladie mentale est parfois stigmatisant pour le psychiatre lui-même. Donc, je suis sûr que vous avez déjà appris plein de choses sur les psychiatres. Certains disent qu'ils finissent par devenir comme leur propre malade. Tout ça là, ça fait que ça n'encourage pas les gens à aller vers cette Et c'est archi faux. C'est archi faux. D'accord. C'est archi faux. Sinon, vous intervenez à l'hôpital de Zébé depuis fort longtemps, mais vous n'êtes pas souffrant de maladie mentale. Et ça, c'est un exemple palpable. Alors, et en dehors des psychologues et des psychiatres,
il y a d'autres sur la chaîne, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est le rôle de ces différents acteurs? Prenons par exemple, vous avez parlé des acteurs sociaux, vous avez parlé des ON, des organisations de la société civile, et vous avez parlé aussi de l'État. Oui. Oui. Quel rôle chacun ou bien chacune de ces entités doivent jouer? Les acteurs sociaux, par exemple. Les acteurs sociaux, c'est eux qui vont faire le lien entre le patient à l'hôpital, la maison, la communauté dans laquelle ce patient vit. Je viens par exemple de dire que voilà une femme souffrant de la maladie mentale qu'on retrouve à la plage et en train d'accoucher. On prend l'enfant, on amène à la pouponnière pour qu'on prenne soin. On prend la femme par exemple, on amène à l'hôpital. Qui va aller chercher ses parents? Au bout d'une semaine, 2 semaines, elle devient lucide, elle peut vous donner l'identification. Donc c'est l'acteur social qui va aller faire ça. Et c'est eux qui vont aussi faire la réinsertion. Parce que vous voyez comment cette maladie est stigmatisante pour le moment dans nos communautés. Et c'est une femme qui a été stabilisée et à qui on trouve un fonds qui commence à vendre, elle vend du riz. Les gens l'avaient vue entre-temps dans la rue une nuit. Aujourd'hui, elle est là, elle vend bien, elle est bien habillée. Mais comment amener la communauté à comprendre que non? Mais ça va bien. Cette femme-là, elle fait partie de votre communauté. Voilà l'acteur social, il va jouer ce rôle-là. Donc, c'est l'acteur social qui contribue à éviter le rejet ou bien la stigmatisation vis-à-vis de cette personne qui était malade, mais aujourd'hui guérie. C'est un peu ça. Mais l'État? L'État et les représentants de l'État, je vais citer par exemple les préfets, les maires, le procureur ou les magistrats. Donc, par exemple, la maladie mentale, quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale peut constituer un trouble, par exemple, à l'ordre public. Le préfet ou le maire de la localité peut prendre une ordonnance pour qu'on l'envoie dans une structure de prise en charge. Voilà. Et nous avons une structure de prise en charge au Togo? Oui, à ZB, l'hôpital psychiatrique de ZB, exactement. Maintenant, pour le procureur ou les magistrats, ils encadrent notre activité, par exemple. Nous savons que la prise en charge par moment de la maladie mentale est privative de liberté. Celui qui souffre de la maladie ne le sait pas et ne veut pas se soigner. Donc, par moment, il arrive quand même que les magistrats prennent des ordonnances pour que ces gens soient suivis. Ou par exemple, celui qui a présenté une maladie mentale, qui a posé un acte médico-légal, qui devait se retrouver en prison. Après une expertise, on se rend compte qu'en fait, il est malade. Mais les magistrats, les juges vont décider de l'envoyer plutôt à l'hôpital psychiatrique. C'est dans ce sens qu'ils interviennent dans la prise en charge des maladies mentales. Et vous en avez forcément besoin? Bien sûr. Pour que le travail soit bien fait? Pour que le travail soit bien fait, pour que le malade mental, ses droits aussi soient respectés, protégés, il faut les yeux de la justice. Et qu'en est-il des chaînes qu'on met parfois aux pieds, aux mains, donc de ces malades mentaux? On va y revenir tout à l'heure, mais vous, le thème choisi pour la journée de cette année dit priorité à la prévention du suicide. Pourquoi ce thème? Madame, monsieur, on marque la pause et on revient dans quelques minutes. Audi Actus, du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec nos deux invités, madame Salifou Risikatou Pouzini, psychologue à Saint-Jean-de-Dieu à Lomé, et docteur Salifou Saliou, psychiatre à l'hôpital de référence de ZB. Alors, ce matin, nous parlons bien sûr de la santé mentale, mais nous étions en train d'évoquer les structures de prise en charge de la maladie mentale au Togo, et vous nous avez parlé bien sûr des psychologues, des psychiatres, des acteurs sociaux et de l'État. Et certainement, docteur, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, au niveau officiel et au niveau central, il y a l'hôpital de ZB, mais il y a les cliniques universitaires de psychiatrie et de psychologie médicale dans les différents CHU, Sylvanus Olympio, Campus Cara. Au niveau des CHR et des CHP, il y a des unités de santé mentale où exercent les masters de santé mentale. Et puis, à côté de ces structures, il y a quand même des structures confessionnelles, comme le centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu, et le centre de santé mentale Yendoubé de Dapaon. Mais je dirais aussi qu'il y a des structures non officielles, c'est-à-dire que des structures qui se positionnent comme des centres de réinsertion, mais quand on va vers eux, on se rend compte qu'ils font aussi des soins. Voilà, donc à peu près c'est ce qu'on peut trouver comme structure. Oui, mais est-ce que les centres de prière
ou les couvents des fétiches où il y a les prêtres vaudous et aussi des centres où on a des marabouts qui traitent aussi ou bien qui prennent en charge ceux qui souffrent de maladies mentales. Alors, est-ce que c'est des centres adaptés, reconnus également par l'État, admis par l'État? Un centre de prière n'est pas censé soigner la maladie mentale. Voilà, c'est pour prier. Maintenant, ce que les gens font, où ils gardent plein de malades mentaux et parfois ils les empêchent d'aller vers les structures de soins, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Ah bon. Voilà. Oui, alors, Madame Salifou Sama, est-ce que les centres de prière, les couvents de vaudou et puis les lieux où les marabouts travaillent aussi sur les personnes qui souffrent de ces pathologies, est-ce que ce ne sont pas des gens qui apportent aussi leur grain pour que ces personnes-là soient guéries? Oui, je m'en vais dire que je connais une association de personnes souffrant de la maladie et de leur compagnie qui ont pour slogan la santé mentale, nous sommes tous concernés. Oui. Ça veut dire que chaque acteur de la population est concerné, mais chacun doit connaître son travail, ses limites. Et c'est là où nous avons des problèmes. Sinon, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que ces centres de prière, ces communautés n'ont rien à faire. Ils ont beaucoup de choses à faire, mais quoi? C'est là la question. C'est là la question. Donc, nous venons de dire actuellement que en santé mentale, la communauté a un très grand rôle à jouer. Nous avons nos cultures qui sont parfois des protections pour nous. Mais si ces centres-là peuvent s'approprier ces protections, voir les valeurs et les utiliser, nous, ce serait une grande joie pour nous que quand nous avons fini avec l'hôpital, envoyer la personne pour la réinsertion. Oui? Mais parfois, nous connaissons des centres, même si nous ne disons pas le nom, où on va retrouver nos médicaments là-bas. Oui, la personne n'est pas médecin, mais qui va utiliser ces médicaments-là? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand il va avoir complications, est-ce qu'il peut gérer? Et quand on va retenir des gens enchaînés, oui, ça blesse, ça fait mal. Ce n'est pas ça. À notre siècle, on ne peut plus penser à ça. Mais c'est parce que justement, cette personne-là n'a pas ce que nous appellerons les moyens de contention, comme on le fait le temps, pour maintenir qu'il met des chèques. Oui, le malade est violent. Et qu'est-ce qu'on peut faire à un malade qui est violent? Justement, un malade violent, est-ce qu'il a sa place dans un centre de prière? Pour prier, il faut être en possession de tous ses sens. Les gens qui ne sont pas en possession de leur sens, on est obligé de les attacher parce qu'ils sont agités, parce qu'ils entendent des voix, parce qu'ils hallucinent. Mais on dit qu'on va prier pour eux, ils vont guérir. Je pense qu'il y a un souci à ce niveau. On ne peut pas guérir dans les centres de prière? Les centres de prière sont des communautés. C'est comme Madame Rifikatou l'a dit. C'est des endroits où les malades peuvent se retrouver. S'ils sont stabilisés, au moins ils ont une famille. Pour ceux qui n'ont pas de famille, s'ils se retrouvent dans une communauté, ils ont une famille. Si c'est dans ce sens, oui. Mais si c'est dans le sens de dire centre de prière, mais à côté, on fait du soin, où on garde les malades, ou parfois même dans certains centres, on prend des anciens malades qu'on apprend à faire des piqûres et c'est eux qui soignent les autres malades. En ce moment, il y a un souci vraiment à ce niveau. Je pense que il y a, en tout cas, le code de santé publique du Togo est clair. Il y a des normes pour exercer la médecine. Il y a des normes pour être une structure de soins. Et souvent, ces structures ne sont pas dans les normes. Voilà. Et il y a quand même des centres qui luttent contre la toxicomanie chez les jeunes, en tout cas, luttent contre la toxicomanie et prennent en charge des toxicomanes et qui finalement se rétablissent correctement et puis rejoignent la société. Je connais un centre sur la route de Bagbe ou bien Badja, quelque part là-bas, et puis qui intervient vraiment dans ce domaine, d'un évangéliste Épiphane, je crois. Est-ce que là, il n'apporte pas, il ne vous aide pas dans votre prise en charge afin que ceux-là se réinsèrent dans la société? Oui, Joachim. Aujourd'hui, même, je pense qu'il faut qu'on précise que la toxicomanie est une maladie. Que nous cassons en santé mentale, c'est une maladie. Oui, mais est-ce que l'évaluation est vraiment faite? Il y a ça aussi. Oui, il faut évaluer. Il faut évaluer pourquoi. Hier seulement, on était en communication en Saint-Jean-de-Dieu dans la célébration justement de Saint, où le master en santé mentale qui a fait la communication disait il y a deux femmes, une femme et sa fille,
qu'on a menés au centre de santé dans un état vraiment grave. Ils ont quitté un centre de prière pour venir, où le pasteur les a gardés pendant 3 mois. Et on fait le bilan, il y a maladie mentale, mais il y a aussi le VIH-Sida. Et on met la dame sous traitement. Au bout de 2 mois, ça va, on retourne là-bas, et c'est le pasteur qui lui prend la main pour montrer à tout le monde, voilà, le Saint-Esprit a fait son travail. Vous voyez un peu? Justement, vous allez le compter parmi les guérisseurs, mais en fait, qui a guéri? Nous, on ne se revendique pas. Notre souci n'est pas de on a guéri. On voudrait que tout le monde apporte, pourvu que le patient soit rétabli, mais que chacun sache qu'est-ce qu'il a fait comme travail et comment il le fait. Et les limites de ces interventions. Et les limites de nous avons besoin d'eux pour la réinsertion. Nous en avons besoin, mais chacun reste dans sa limite. Maintenant, enchaîner les malades, est-ce que c'est violer leurs droits? Bien sûr, c'est violer leurs droits. Même si ces malades sont violents. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des méthodes de contention, de pouvoir les maîtriser? Si vous les enchaînez seulement et vous n'apportez pas de vrais soins, vous violez leurs droits. Et si vous les enchaînez à un arbre contre les intempéries, il pleut, il y a l'ensoleillement, ils sont là-bas, vous violez leurs droits. Parce que même à l'hôpital, quand on est obligé de contenir, de maîtriser un malade violent pour le soigner, c'est sur un lit, dans une chambre propre, claire, et on met les soins. Et dès qu'il devient coopérant, on enlève les liens qu'on avait placés. Mais par contre, dans certaines structures, où je vais encore le dire dans les centres de prière, les gens sont enchaînés à un arbre pendant longtemps, plus d'1 an, ils sont là-bas. Ça, c'est violer vraiment leur droit. Et donc, le malade a aussi un droit, bien sûr. Qu'on doit lui respecter. Exactement. Ah, d'accord. Maintenant, on a choisi comme thème pour la journée de cette année, priorité à la prévention du suicide. Pourquoi un tel thème, Madame Visitato? Oui, merci. Et pourquoi choisir le thème de suicide? D'abord, qu'est-ce que c'est? Je dirais que l'homme est régi par un principe, le principe de plaisir et déplaisir. Ça veut dire aller vers le plaisir et fuir le déplaisir. Oui? Et aller vers le plaisir, c'est justement chercher à respecter nos besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, les besoins vitaux, les besoins vitaux dans lesquels la faim, quand j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, je respire, je dors. Les besoins de sécurité, de protection, les besoins d'amour, d'appartenance, d'estime de soi, de l'action. L'homme est régi par ça. Tout ce que nous avons, aujourd'hui nous travaillons, c'est pour avoir de l'argent, pour être dans un confort, tout ça. Mais quand quelqu'un vient à faire le sens contraire de ça, ça pose problème. Et autrement dit, il y a donc une relation entre les troubles mentaux et le suicide? Bien sûr, il y a une relation entre les troubles mentaux et le Pendant suicide. ce temps, permettez 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63. Madame, monsieur, vous avez une question à poser par rapport au thème dont nous débattons, alors vous êtes les bienvenus. Oui. Je disais qu'il y a une relation entre les troubles mentaux et le suicide, mais je vais donner quelques statistiques. Le suicide est quand même rare, ça il faut le savoir. Au Togo du moins. Au Togo, dans le monde c'est rare, c'est autour de 16 à 18 personnes pour 100 000 habitants. Maintenant, dans nos milieux au Togo, c'est encore plus rare à cause de notre culture. Notre culture nous protège. Et les idées suicidaires représentent environ 5% de consultations psychiatriques. Dans nos milieux, c'est plus les équivalents suicidaires que nous avons. Maintenant, ce thème a été choisi à cause de la gravité de l'acte. Même si le suicide est rare, c'est d'une extrême gravité. C'est-à-dire que c'est le meurtre de soi-même. C'est la forme la plus violente c'est la forme extrême de violence contre soi-même. Contre soi-même. Alors, Monsieur Ali a une question à vous poser. Monsieur Ali, vous êtes en ligne sur Victoire FM. Bonjour. Bonjour, Joshua. Oui. Bon, maintenant, quand on parle à quel nous pose des questions, mais il ne pas que le temps des auditeurs, quelqu'un qui pose des questions. Bon, moi, j'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est nous l'islam, c'est les génies qui font tout ça là. Quand il y a le mauvais génie sur toi, c'est ça qui devient un coup qui tape des gens, qui frappe, qui est violent.
qui est un génie, qui est bon. Bon, c'est ça, des fois, on dit bon. Moi, ma question que je vais poser des docteurs est que les injections qu'on injecte, les trucs comme autres là, avant d'injecter une personne qui est malade, on fait l'analyse d'abord avant l'injection, puis on injecte, on s'en va payer l'injection, on l'injecte. D'accord. Parce que quand c'est passé à Mango, il y a un jeune frère qui est malade mentalement. Mais on l'a injecté, celui qui l'a injecté, mais il n'a pas fait de la médecine. Il a payé l'injection, il a aggravé la situation. C'est ma question. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ali, pour la question 92 02 80 63 22 21 80 99 pour être en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour. La radio qui est à côté, le volume, s'il vous plaît. Oui, je voudrais poser une question. Oui, d'abord le nom. C'est Sylvain Bailly. Monsieur? Sylvain. Sylvain, allez-y. Oui. Et je voudrais savoir si vous avez fait une estimation pour connaître le nombre de ceux qui sont malades mentalement au Togo. Qu'on vous donne une estimation? Oui, ceux qui sont malades mentalement, leur nombre au Togo. Parce que nous sommes 7 millions de Togolais. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer D'accord. Merci, bien noté pour vous. Nous accueillons Patrick. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Non, c'est pour remercier, féliciter vos invités. Allô? Oui, on vous écoute très bien. Oui, c'est pour féliciter vos invités. Ils n'ont qu'à continuer dans ce sens pour aider la population. Donc, c'est mon apport. Voilà. Et nous allons accueillir l'autre intervenant sur la ligne GSM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, Monsieur? Monsieur Richard. D'accord, Richard, la radio qui est à côté de vous, le volume, s'il vous plaît. Oh, ouais, je me dégage même de... Je vais m'éloigner de la radio. Oui, allez-y maintenant. Oui, je voulais demander à vos invités, ils m'ont parlé du rôle des juges et des magistrats. On sait que dans notre pays, il y a beaucoup de fous dans la rue. Oh là là, on l'a perdu. Il voulait parler donc du rôle des juges et des magistrats et beaucoup de fous jonchent nos rues, nos routes à Lomé. Est-ce que peut-être les juges doivent prendre des ordonnances pour qu'on les envoie rapidement dans les centres de traitement ou bien de prise en charge? Alors, la question à vous, docteur. Le dernier intervenant, il dit le rôle des juges et des magistrats, vous en avez parlé entre-temps et qui prennent parfois des ordonnances. Mais l'auditeur continuait en évoquant le fait qu'on a beaucoup de, excusez-moi, fous sur nos rues et puis dans nos rues et routes, etc. Je dirais que tout le monde doit contribuer à ce qu'on soigne les malades mentaux. Voilà. Et la plupart des gens que nous étiquetons de fous dans la rue, ils ont une famille. C'est la famille d'abord qui doit faire les premiers pas vers les structures de soins. Et maintenant, les représentants de l'État, les juges, les magistrats pourront accompagner si cette famille a besoin, par exemple, d'une ordonnance pour amener la personne. Ou par exemple, si le malade est violent et que la personne a besoin de l'aide des agents de sécurité pour l'amener dans une structure. Donc, il semble qu'au Rwanda, notamment à Kigali, on ne permet pas aux fous de circuler partout. Est-ce que ce sont les juges qui interviennent dans ces domaines? Tout à fait. Une personne qui souffre de maladie mentale doit être soignée. Et donc, si elle circule partout, c'est qu'elle n'est pas soignée. Voilà. C'est qu'elle n'est pas soignée. Autrement dit, l'État n'a pas joué son rôle, quelque part. Ou bien... Ce n'est pas ce que j'ai tiré. D'accord. Maintenant, ce sont les mauvais esprits qui font que des gens deviennent, ceux qui sont des malades mentaux deviennent violents, selon M. Ali. Et il a parlé même de quelqu'un qui n'est pas médecin, mais qui a fait une injonction, et puis cela a aggravé la maladie. Madame Rizikatou. C'est pas surprenant. Si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui a fait que ça c'est compliqué, on peut comprendre que ça ne peut qu'être ça, que ça ne peut qu'appliquer. Maintenant, c'est la première, c'est les génies, c'est la représentation.
chaque milieu, chaque communauté a sa représentation de la maladie mentale. Donc, chez ce monsieur qui dit, chez nous, c'est les génies. Si c'est de bons génies, alors il n'y a pas de problème. Si c'est de mauvais génies, nous, on lui dira simplement, si le mauvais génie a fait, les symptômes sont là, donne pour que nous, on enlève au moins les symptômes. Nous, on enlève au moins les symptômes. Et le côté... Est-ce qu'avant de piquer, on doit faire des analyses? Oui, si ce ne sont pas des analyses, le médecin a besoin de savoir. Je pense qu'il y a un bilan qu'on fait pour voir d'abord de quelle maladie il s'agit et comment soigner. Maintenant, il peut arriver que le malade qui est extrêmement violent, qu'on lui fasse d'abord une injection pour le calmer avant de poursuivre les analyses. Un auditeur m'a envoyé une question en disant vous n'êtes pas trop d'accord qu'on soigne les malades mentaux dans les centres de prière, mais quand on jette un mauvais sort, on envoûte une personne qui était bien portante mais qui devient subitement quelqu'un qui ne se contrôle pas et qui ne jouit pas de tous ses sens. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Hôpital, Madame Rissi a déjà dit la représentation. Je dirais que c'est la manière de penser la maladie. Chaque communauté a sa manière de penser. Quand nous disons envoûtement, c'est ce que localement nous pensons de la maladie. Mais ça a un nom aussi scientifique. Et on peut soigner aussi. Et le nom scientifique, c'est quoi? Je dirais, le nom scientifique, c'est la plupart des maladies mentales peuvent se manifester comme un envoûtement. La dépression peut se manifester, par exemple, comme Tchakatou. Et on va le prendre en charge à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, on peut prendre en charge le Tchakatou? On peut prendre en charge ce que la population appelle Tchakatou. Ah bon? Oui. Voilà. Là, ça devient beaucoup plus médical et scientifique. Bon. Tout ce que la population pense scientifiquement aussi, il y a des explications, il y a des moyens qui sont possibles. Alors, on tend vers la fin, mais que faire pour éviter le suicide, madame? Le suicide, d'abord, la personne qui veut se suicider a un changement de comportement que son entourage doit repérer. Quand on est avec quelqu'un et un beau jour, il se lève, il commence par parler plus de la mort, il voit le côté positif de la mort, ou commence par distribuer ses biens. Ou alors un vieillard qui commence par dire, quand je partirai, bon, mon cercle, j'aimerais que ce soit comme si, faites ceci, faites ça. La personne parle plus de mort que d'habitude. Attention, ça dans nous. Et ça, il faut diriger vers un centre de santé mentale. Ou bien même tout centre de santé qui est à côté, il faut diriger. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on peut soigner ceux qui souffrent ou bien qui sont des malades mentaux. Mais est-ce qu'il y a disponibilité de médicaments pour pouvoir les soigner dans notre pays? Oui, il y a les médicaments qu'il faut pour pouvoir soigner les malades. Maintenant, peut-être que nous n'avons pas trop de choix. Parce que parfois il y a de nouvelles molécules qui sortent qu'on n'a pas quand même. Mais l'essentiel existe pour soigner la maladie mentale. Au Togo? Oui. Partout? Dans tous les centres? Bien sûr. Au Togo, dans toutes les pharmacies, partout il y a. Oui, il y en a, mais moi j'ajouterais, je dis quand nous disons disponibilité aussi, il y en a, mais est-ce que la population a toujours accès? C'est ça aussi, le coût aussi. Donc c'est dans ce sens que nous, acteurs, on ira même faire un clin d'œil à l'État en disant si on peut subventionner, ce serait bon. Ce serait encore. Oui, nous avons exhorté les gens, il faudrait que nous ayons nos médicaments pour qu'ils puissent. Merci beaucoup. Voilà, madame, je reste avec vous, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Et avec ce thème, nous voulons dire à la population togolaise qu'aujourd'hui, il y a des centres qui peuvent prendre les gens qui ont problème de santé mentale et qu'ils doivent venir vers. Merci. Docteur, je dirais la même chose, la maladie mentale, ce que peut-être localement les populations appellent sorcellerie, envoûtement et maladies spirituelles, tout ça là, se soigne à l'hôpital. Il y a des méthodes scientifiques pour les prendre en charge. Merci. Merci beaucoup, madame, monsieur. Voilà, le message est clair. Ce qu'on appelle envoûtement, tchakatou, spirituel, etc. Tout cela, on peut les soigner à l'hôpital. Alors, consultez les psychologues, cliniciens et puis les psychiatres et tout sera OK. Évitez le suicide, on a tout dit. Alors, la journée c'est demain. Merci, messieurs, d'être venus chez nous ce matin. Et là, madame, monsieur, merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Merci, mes santé et très bonne journée à toutes et à tous.